Bon, écoutez, sur notre, donc on sort là, notre réunion de groupe. Bon, tout d'abord sur l'intervention du président de la République, ce qui en ressort, c'est que en 7 minutes, il a exécuté 2 ans de travail de sa majorité. Alors, on ne pouvait pas avoir une exécution plus forte et le constat de l'échec total de 2 ans pour rien. C'est ce qui ressort de son intervention, avec 4 objectifs qu'il fixe, et on ne voit pas comment il est capable de tenir ces objectifs. Tout d'abord, sur la réduction la baisse des charges, les choses sont simples. Est-ce que, oui ou non, il revient à la TVA compétitivité, qui a été la première mesure détricotée par la gauche au mois de juillet 2012? S'il ne revient pas à cela, il n'y a pas de solution sur la baisse des charges. C'est-à-dire, c'est de trouver une assiette de financement de la protection sociale qui soit plus large que celle des salaires. Ça s'appelle la TVA compétitivité, qui permet de faire financer une partie de la protection sociale par les produits d'importation, d'augmenter le salaire net et de baisser le coût des charges pour les entreprises. Ensuite, sur les impôts, la baisse des impôts, là aussi, les choses sont simples. Est-ce que dans les 15 jours ou 3 semaines qui viennent, il nous propose un collectif budgétaire pour revenir sur les hausses d'impôts de 2014 ? Parce qu'il ne s'agit pas de parler de 2017, là, il parle de baisser les impôts, mais on a les impôts de 2014. Est-ce qu'ils reviennent sur la baisse du quotient familial? Est-ce qu'ils reviennent sur la fiscalisation des cotisations des mutuelles, enfin la part patronale de cotisation des mutuelles? Est-ce qu'ils reviennent sur la fiscalisation des majorations familiales? Est-ce qu'ils reviennent sur la défiscalisation des heures supplémentaires? S'ils s'engagent sur une baisse d'impôts, c'est aussi simple que ça. Et ça se traduit dans un collectif budgétaire dans les 3 semaines qui viennent, où on commence à supprimer toutes les hausses d'impôts qui vont arriver sur l'année, puisqu'il y a celles qu'on a connues au mois de septembre dernier, il y a celles qui sont arrivées au 1er janvier, puis il y a celles qui viennent au mois de septembre 2014, c'est celles que je viens de citer. Ensuite, sur les cotisations, baisser les cotisations, je veux bien, mais baisser les cotisations, concrètement, est-ce qu'il supprime les 0,15 d'augmentation de cotisation retraite décidée depuis le 1er janvier, à la fois pour la part salariale et pour la part patronale? Ça veut donc dire qu'il s'engage à une vraie réforme des retraites et une vraie réforme de l'UNEDIC. Parce que parler de baisser les cotisations, si on ne fait pas de réforme des retraites, si on ne fait pas de réforme de l'UNEDIC, ça veut dire que tout ça est une coquille vide, qu'il n'y a rien dedans. Et puis sur la formation, concrètement, est-ce qu'il arrête, oui ou non, le massacre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, de l'apprentissage? Je vous rappelle que c'est 20% de baisse des crédits d'apprentissage qui se sont traduits uniquement sur 2013 par déjà une baisse de 8% des contrats d'apprentissage, et on n'a rien vu par rapport à ce qui se profile en 2014. Donc, partant de cela, alors oui, et dernier point, pas un mot sur la réduction des déficits. Je rappelle que l'objectif de réduction des déficits, ça n'était pas 4%, c'était 3% pour 2013. Et de 3%, on passe à 4,3%. Or, dire aujourd'hui qu'on fait une politique de baisse de charges, qu'on fait une politique de baisse d'impôts, sans baisser les dépenses publiques, ça veut dire qu'on fait littéralement exploser les déficits et que l'on sera mis sous tutelle, dans le budget de la France sera mis sous tutelle dans les semaines ou les mois qui viennent. Concrètement, il n'y a pas de... et donc le sujet aujourd'hui, c'est bien la politique de François Hollande, c'est pas le sujet de Valls. Honnêtement, que ce soit Valls ou un autre, ça ne change strictement rien. Le seul sujet qui compte, c'est le président de la République. Et le président de la République, est-ce qu'il a aujourd'hui une majorité pour mener une politique? Le doute est permis, et on le voit d'ailleurs dans les premières négociations pour entrer au gouvernement, on est revenu dans les plus belles heures de la 4e République, hein, avec les Verts qui sont en train de faire chanter le gouvernement, le groupe PS qui est fractionné, enfin bref, on peut tout ajouter, ce qui fait qu'il y a effectivement, après
l'intervention du président de la République, il y a de vraies raisons de s'inquiéter. Voilà ce que je pouvais vous dire après notre réunion de groupe. Est-ce que ça vous change quelque chose, le fait que le Premier ministre change? Bon, le sujet, c'est le président de la République, Valls ou un autre. Pour reprendre la formule de Barthelone, on pense qu'il vient. Vous aviez vous-même plaidé en 2010 pour un gouvernement resserré. Je me rappelle une tribune publiée dans le Figaro. Là, le président annonce un gouvernement resserré. C'est plutôt une bonne chose. Bah, il aura peut-être un gouvernement ramassé, hein, on va voir. Moi, je pense qu'effectivement, il y a la nécessité de gouvernement resserré dans toutes les compositions gouvernementales. C'est toujours difficile à faire. On verra si. Mais ça n'est pas. La réponse, ça n'est pas le casting. C'est pour ça que je vous dis Valls ou un autre. Gouvernement resserré ou pas, moi je suis plutôt favorable à un gouvernement resserré, mais les sujets de fond, c'est celui des charges, des impôts, des cotisations et de la formation des jeunes. Et là, il n'y a pas de réponse, c'est ça. Là. En fait, il parle indirectement des déficits, puisqu'il dit qu'il espère que les autorités européennes seront bienveillantes, en voyant que la politique française est une participation à la relance européenne. Enfin, c'est pas sérieux. La courbe, c'était 3% en 2013. Pas de collectif budgétaire sur l'année 2013. Et on arrive à 4,3. Et on arrive comment à cela? On arrive à cela, entre autres, non seulement avec pas d'action sur les dépenses publiques, mais aussi une baisse des recettes. Un matraquage fiscal sans précédent qui fait qu'on a asphyxié complètement l'économie et que même quand on augmente les taux des impositions sur les entreprises ou sur les ménages, il y a un moment, l'économie est asphyxiée. Et l'entreprise, c'est ce que j'avais dit un jour en disant, on compte les œufs au cul des poules, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'augmenter les taux pour qu'il y ait plus d'impôts qui rentrent. Quand l'entreprise elle est asphyxiée, elle est asphyxiée. Elle génère plus de résultats et donc forcément il n'y a plus de recettes fiscales. Et ce qui s'est passé l'année dernière, en ayant refusé d'ailleurs ce collectif budgétaire pour le constater plus tôt, c'est qu'on finit l'année avec à peu près 13 à 14 milliards de recettes fiscales qui manquent. Sur un autre point, les résultats, les bons résultats des municipales, quel impact sur la vie de l'UMP et sur les tensions qu'il y avait pu justement y avoir juste avant les municipales ou autour des comptes? Tout d'abord, c'est le résultat d'une bonne campagne qui s'est bien déroulée. On est sur un résultat qui ne connaît pas de... Enfin, il n'y a pas de précédent à une telle vague, puisque il faut remonter, certains disaient, bon, avant 77 pour trouver une telle représentation de la droite et du centre-droit sur des élections locales. Ensuite, pour nous, c'est effectivement très, très réconfortant. On gagne dans toutes les strates, c'est-à-dire qu'on gagne dans les villes de plus de 100 000, on gagne dans les plus de 30 000, on gagne dans les plus de 10 000. Et on va avoir une seconde opération là, dans les 15 jours qui viennent, où on va faire basculer les communautés urbaines et les communautés d'agglo. Ce sera le cas à Marseille, ce sera le cas à Bordeaux, ce sera le cas à Toulouse, ce sera le cas à Lille, ce sera vraisemblablement le cas à Lyon. Donc ça va être encore une opération supplémentaire. Et quand on regarde attentivement la carte électorale, on s'aperçoit que la victoire de 81 de Mitterrand en 81, il a construit, entre autres, bien entendu il y a beaucoup d'autres éléments qui font cette victoire, mais il a construit entre autres sur la conquête des territoires par la gauche en 77. De la même façon que François Hollande, une partie de sa victoire s'explique par les résultats de la gauche sur les territoires aux élections cantonales et régionales de 2004, confirmés en 2010, et par les municipales de 2008. Donc ce qui vient de se passer depuis 10 jours, ce qui va se passer dans les 10 jours qui viennent, ça n'est pas l'assurance de la victoire des législatives ou des présidentielles pour la droite, mais c'est le premier jalon de la reconquête qui a clairement été posé depuis 10 jours.
Et sans ce jalon de la reconquête n'est pas possible. Ça ne sera pas suffisant. Ça veut dire qu'il faut qu'on continue à travailler sur un projet alternatif, qu'il faut que l'on continue sur les enjeux qui viennent, notamment celui des européennes, et puis les cantonales et les régionales, et puis continuer à mener une opposition parlementaire, comme on l'a fait depuis 2 ans. Je crois que là aussi, à la fois la capacité à se retrouver audible et crédible, c'est le travail que l'on a pu faire à la fois au groupe, et puis depuis 4 mois, l'unité de l'équipe à l'UMP sous la présidence de Jean-François. Mais justement, cette unité, malgré les bons résultats, l'ambiance était un peu tendue au bureau ce matin, semble-t-il, autour de la question des non, comptes. je sais pas, vraiment, non. Du bureau du parti. Non, mais bien sûr. Mais non, on était au moins 2 à y être. Je vois bien où à chaque fois on veut nous emmener, on y a résisté, et depuis 1 an, et Dieu sait que les crises, on les a reconnues, assumées, etc., on a su rebondir. Et ce qui se passe aujourd'hui, la reconstruction, et notamment sur la capacité à redevenir audible, on peut les dater, hein, c'est nos journées parlementaires du mois de septembre dernier, c'est le séminaire de décembre, et c'est la campagne qui est menée depuis 4 mois, où vraiment tout le monde est arrivé en rang serré. Et puis, bon, ça c'est sur la partie nationale, et bien entendu, les municipales, c'est aussi le talent et la capacité de conviction de nos candidats. Mais ça a été, là aussi, en commission d'investiture, la capacité de l'UMP à faire émerger des nouveaux candidats. Parfois, ça s'est fait dans le débat, dans la discussion, mais à l'arrivée, voilà, les choix ont été les bons sur les investitures. Quelle est votre position personnelle? Non, mais on ne gagne pas partout. On a mené de très beaux combats, on a mené des beaux combats à Paris d'abord. Nathalie a mené un formidable combat à Paris. C'était le cas à Metz, à Strasbourg, à Auxerre, si on prend des villes moyennes, mais bon, on ne gagne pas à chaque fois. Simplement, dans toutes les strates de villes, on a gagné partout. Et c'est ça qu'il faut. C'est 166 villes qui basculent. Ça n'est pas rien. Quelle est votre position personnelle sur la métropole de Paris? Parce que vous avez de bonnes chances que la métropole bascule à droite, mais il y a de fortes personnalités à l'UMP qui sont hostiles à la métropole. Quelle est votre position là-dessus? Moi, j'ai toujours été hostile à la métropole, parce que je trouve que l'heure n'était pas de refaire une strate supplémentaire. Soit on pose, et ce sera l'occasion pour nous au moment des présidentielles et des législatives, soit on repose complètement l'organisation territoriale de notre territoire. Et il y a besoin de le faire. Entre les communes, les intercos, conseils généraux, conseils régionaux, État, et là on a ajouté les métropoles à cela, sans une vision globale. Et ça, c'est dans le cadre d'une présidentielle. On ne peut pas le faire autrement. Autrement, on fait des politiques de toute ficelle, et c'est la raison pour laquelle j'étais opposé à ce texte sur les métropoles. Mais la loi est votée. Oui, enfin encore qu'ils doivent y revenir, puisqu'il devait y avoir en théorie une nouvelle loi territoriale qui devait arriver. Bon, maintenant, je ne sais plus ce que tout ça va devenir. Et on peut soupçonner cette majorité de ne pas écarter le fait de bidouiller encore les modes de scrutin. C'est quand même ce qui explique d'ailleurs aussi en partie les raisons de la défaite. Il y en a beaucoup. Il y a le mensonge de la présidentielle, et puis il y a la vision doctrinaire des choses, avec le mariage pour tous, les modifications de mode de scrutin, les lois contre le cumul, etc. C'est bon ?